Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Aujourd'hui, un moment extrêmement solennel avec notre président Jean-Noël Jeannet, président du jury du livre d'histoire du Sénat, car aujourd'hui, il va vous falloir nous dire, Jean-Noël Jeannet, qui est le 19e lauréat de ce prix du livre d'histoire. Eh bien, il s'agit de Arnaud Dominique Hout, que j'ai le bonheur, grâce à vous, d'avoir devant moi. Pour ce livre, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol 19e, 20e siècle aux éditions Gallimard. Et alors, avant de vous donner la parole, Arnaud Dominique Hout, il faut, Jean-Noël Jeannet, nous dire en quelques mots en quoi ce livre vous a séduit tous les membres du jury. Depuis 19 ans que ce prix existe, il avait été fondé à l'époque du président Poncelet, par son collaborateur notamment Arlin Méhard. Depuis 19 ans qu'il existe, il répond à un certain nombre de critères. 3 critères en vérité qui sont les nôtres pour choisir l'heureux élu. Il faut un ouvrage qui soit naturellement accessible et bien écrit. Celui-ci l'est, l'écriture est fluide et très plaisante. Il faut qu'il apporte des choses nouvelles dans l'ordre de l'historiographie. Que ce ne soit pas simplement une répétition d'autres ouvrages, bien sûr, c'est très important. Et puis il faut qu'il réponde à un intérêt civique. Nous sommes à la Haute Assemblée, que ce soit un objet de réflexion pour les lecteurs dans leur relation avec la République, avec la démocratie, avec l'État. Eh bien, à ces 3 critères, ce livre répond superbement. Bon, alors il va falloir quand même que vous nous l'expliquiez, Arnaud Dominique Hout. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à la Sorbonne. On vous doit un certain nombre de travaux sur justement la construction de la République, avec son triomphe, dites-vous, en 1914, une histoire de la gendarmerie. Et puis cette histoire du vol, ce n'est pas très civique quand même de travailler sur un tel sujet. Merci, c'était effectivement un changement un petit peu de passer des gendarmes aux voleurs. Une tentation sans doute, une mauvaise pente peut-être, mais... On va la combattre. Voilà, l'idée en réalité, c'est de s'intéresser à un problème que l'on connaît encore aujourd'hui, évidemment, tout le monde. C'est cette question justement du vol, qui est un phénomène très large, très banal finalement. Et le pari, c'était d'essayer finalement d'en reconstituer l'histoire. De voir justement que cette délinquance très banale avait évolué dans le temps, qu'il y avait eu des moments où elle avait été plus inquiétante, peut-être plus marquante. Alors ça c'est quand même étrange parce que le vol, on imagine que celui-ci a lieu depuis la création du monde. Pourquoi prendre une période 19e, 20e siècle? Qu'est-ce qui se passe à cette période-là? Alors c'est un vrai point de débat, parce que l'histoire du vol, évidemment, on peut la faire remonter très certainement à la préhistoire. Disons que ce qui change au début du 19e siècle, c'est l'institutionnalisation, le renforcement de la propriété. Alors, la propriété, bien sûr, elle existait avant, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles, à l'époque contemporaine, la propriété est plus importante. Il y a une raison juridique, politique. La Déclaration des droits de l'homme, la Révolution française consacrent la propriété comme une valeur fondamentale. Et puis, il y a une raison matérielle. Plus on avance dans le 19e siècle, plus on a une société d'objets. Tout simplement parce que on a très relative prospérité qui va s'accentuer au XXe siècle avec la société de consommation. Et par conséquent, le rapport à la propriété, il évolue en fonction du cadre légal justement de la propriété et puis en fonction bien entendu du type de bien que l'on peut s'approprier légalement ou non. Mais alors vous, Jean-Noël Jeannet, vous êtes aussi historien et on vous doit cette excellente émission qu'on peut entendre sur France Culture, Concordance des temps, chaque samedi de 10h à 11h justement. Oui, oui, mon cher confrère. Vous l'approuvez. Si on parle de cette concordance des temps, aujourd'hui on parle énormément du vol dans l'actualité, ce qui veut dire que ce livre fait évidemment écho à des débats qui traversent encore notre société. Oui, alors ce que le livre montre très bien, c'est qu'il y a un tournant au mi-temps du XXe siècle.
sous l'effet notamment de la société de consommation, qui fait qu'on jette davantage les objets et aussi qu'on les offre davantage à la concupiscence des uns et des autres, ce qui, dans la relation avec le vol, est d'un grand intérêt. Et que le tournant n'est pas au début du XXe siècle, il est vraiment là. Et le livre le démontre de façon très, très efficace. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont les exceptions à cette passion du droit de propriété. Le rêve, évidemment, d'une société de petits propriétaires. Un rêve que partageaient le centre droit et le centre gauche. Et puis, il arrive néanmoins des exceptions. Par exemple, la découverte qu'il peut exister un état de nécessité. Est-ce que l'on doit ou non accepter que dans un cas de grand malheur, il puisse être compréhensible et finalement qu'il puisse être pardonné de se saisir un pain, comme Jean Valjean, se saisir un pain. Et là, vous citez, parce que ce livre est plein d'études de cas. Il est nourri, il faut le dire, d'un nombre de sources magnifiques, judiciaires, bien sûr, de presse et autres. Et il y a chez notre auteur un art de se saisir d'un épisode et d'en tirer tout ce qu'il a à nous dire. Et vous mettez en lumière en particulier le cas de tel ou tel juge généreux qui dit « Ah non, elle avait tellement faim, elle ne pouvait pas nourrir ses enfants, qu'on va lui pardonner l'état de nécessité ». Il est toujours intéressant quand on démontre une continuité, toujours intéressant de montrer les exceptions. Existe-t-il encore, Arnaud, Dominique Hout, cet état de nécessité ? En fait, il n'a jamais été complètement reconnu. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est en 1898 qu'on a été le plus loin dans la reconnaissance de cet état de nécessité, c'est-à-dire donc du droit de voler dans la mesure où c'est la vie humaine qui est en jeu. Et effectivement, on a le cas d'une jeune voleuse, mère célibataire, qui vole pour nourrir son enfant. Elle est relaxée. Ça, c'est relativement normal à l'époque. C'est pas très surprenant, mais ce qui est vraiment très original, c'est que le juge va ajouter au jugement des considérants qui peuvent faire jurisprudence, qui disent qu'il est légitime de voler dans une société mal organisée qui ne s'occupe pas justement du bien-être de chacun. Et alors, le jugement va partir en appel, le jugement est maintenu, donc elle est relaxée, mais les considérants sont cassés. Parce qu'il n'est pas question, dans la société bourgeoise de la fin du 19e siècle, d'instituer justement un droit au vol. Et cette question, elle n'est toujours pas tranchée, elle revient régulièrement devant les tribunaux. Il y avait une affaire à la fin des années 1990 qui était très proche et qui s'était soldée de la même manière par un refus de constituer l'état de nécessité en droit. Et oui, c'est-à-dire en fait de refuser de substituer à la responsabilité individuelle du prévenu une responsabilité collective qui poserait à tout le monde des problèmes spécifiques. C'est ça le fond, je crois, du débat qui est si intéressant dans le cas de votre bon juge, que Clémenceau, naturellement, a salué chaleureusement pour sa générosité et son ouverture d'esprit. Ah oui, parce qu'il y a de la générosité d'un côté, et puis il y a de la crainte, comme vous le dites, de voir subverti l'ordre social, parce que à ce moment, et c'est cette rupture-là, en fait, que vous examinez, il y a la création d'une civilisation de la propriété qui change le rapport des hommes aux objets. Avant, on volait quoi ? Des vêtements ? Alors oui, quand on regarde un petit peu les vols les plus courants, ça c'est vraiment le plus amusant quand on fait de l'histoire, c'est d'aller voir justement les archives policières et judiciaires qui nous ramènent vraiment à ce qu'il y a de plus trivial dans l'histoire justement du 19e siècle. Et là, on observe des vols de vêtements, c'est très fréquent, c'est évidemment un vol dérisoire, mais qui est significatif, des vols de lapins. Je crois que le lapin est sans doute ce qu'on vole le plus au 19e siècle. Oui, on vole le lapin dans des clapiers et effectivement, on peut s'en nourrir sans doute, on peut les revendre. Plus que les poules ? Plus que les poules. Moi, j'ai beaucoup plus vu de lapins. Voilà une information. Voilà, effectivement. C'est peut-être on parle plus des voleurs de poules. Voilà, mais je signale que les lapins sont plus menacés sans doute que les poules, au 19e siècle en tout cas. Et justement, ce type de vol un peu vraiment de subsistance, puisque là, c'est du vol dérisoire, va évoluer parce qu'à la fin du 19e siècle, on commence à avoir un cambriolage plus sophistiqué. On commence d'ailleurs à avoir des coffres-forts de l'autre côté. Et puis, on va voir se déplacer la menace de vol vers des objets qui ont plus de valeur. La bicyclette. La bicyclette est le grand objet volé du début du XXe siècle. L'automobile. À partir, là, pour le coup, des années 30 et surtout dans les années 50-60. Et puis, des objets qui sont de manière récurrente, des cibles du vol, des cibles de la convoitise. Les disques, dans la France des 30 Glorieuses. Alors là, c'est vraiment un vol très cinématographique, mais qui est très présent. Les livres. Il ne faut pas oublier qu'on vole beaucoup de livres. Là, ça traverse le temps. Et ainsi de suite, finalement, sans doute jusqu'aujourd'hui, bien sûr, au téléphone portable.
Mais alors, est-ce qu'on a affaire à un vol qui est engendré par le dénuement ou au contraire par la prospérité, Arnaud Dominique-Hout ? Les deux, nécessairement. Ce qui est frappant, c'est qu'on observe une évolution. On a plutôt au 19e siècle des vols de dénuement. Ce sont les plus massifs dans les sources. Les vols de récolte, on se doute bien que là, c'est pas pour gagner de l'argent. À l'inverse, plus on avance dans le 20e siècle, plus on a le sentiment qu'on vole des objets qui ne sont pas strictement nécessaires et qui sont destinés à la revente. Ceci dit, même à la fin du XXe siècle, ce que l'on peut observer, c'est qu'en fait, il y a un contraste entre une société de consommation qui met des objets à profusion sous le regard de tout le monde, et pour autant une société qui reste inégalitaire. Et donc tout le monde n'accédant pas de la même manière à la société de consommation, le supermarché devient la cible privilégiée de celles et ceux qui considèrent, à tort ou à raison, que la société est mal organisée. Oui, parce qu'il y a ceux qu'on vole et à qui on vole. Exactement. Alors évidemment, les cibles du vol sont aussi diverses, bien sûr, que les formes de vol. Les particuliers avant tout, les plus pauvres. Ça, c'est un point très frappant qu'on oublie, mais ceux qui sont le plus volés, ce sont les plus pauvres, et ce sont d'ailleurs souvent aussi les femmes. Parce que, justement, ils et elles ont beaucoup moins les moyens de se protéger. Plus on est riche, plus on a des moyens de défendre, finalement, sa propriété. Le vol typique au 19e et 20e siècle, c'est vraiment le vol dans les logements ouvriers mal protégés, parce qu'il y a des serrures très fragiles, ou même quasiment inexistantes. Mais on a aussi des vols qui vont frapper des lieux publics, ou en tout cas ouverts, les supermarchés, les librairies, les bibliothèques, tous les bâtiments publics, les musées, bien entendu, qui vont pouvoir devenir eux aussi des cibles de vol. J'ai trouvé très intéressant de voir comment s'organise la dialectique entre les voleurs et ceux qui s'en défendent. Il y a une évolution, par exemple, vos automobiles. Pendant longtemps, on les vole assez aisément. Aujourd'hui, on a inventé des systèmes pour les protéger. Donc la concupiscence s'est dirigée ailleurs. Ça vaudrait pour d'autres objets. Après tout, l'arrivée de tous ces appareils à l'entrée de nos immeubles a fait qu'on accède moins facilement. Quand on est cambrioleur, j'imagine, les montants en l'air sont plus démunis. Et oui, parce qu'il y a une histoire aussi de la serrure et de tout ce qui peut servir à protéger. Il y a tout un bruit de chaîne, il y a tout un bruit de chaîne, de coffre-fort qui se ferme. Ce livre est plein du bruit de tout cela et c'est très précieux. C'est pas seulement écrit, c'est sonore. Les serrures, les volets, les alarmes, évidemment. Alors, le meilleur exemple, c'est peut-être les banques. Parce que là, pour le coup, on a un type de vol qui a été très marquant. Dans les années 1970-80, il y a énormément de hold-up. On vole beaucoup les banques parce qu'elles sont nombreuses et mal protégées. C'est le moment où la société française se bancarise. Il y a de plus en plus d'agences. Elles sont fragiles, elles sont mal protégées et par conséquent, elles sont une cible. Et à partir des années 80, on va trouver des solutions, alors qui sont en partie technologiques, mais la meilleure solution contre le vol, c'est surtout de faire disparaître l'argent. C'est la dématérialisation qui fait qu'aujourd'hui, s'attaquer à une banque, je ne vous conseille pas d'essayer, mais à mon avis, on ne gagnerait pas beaucoup d'argent à essayer de s'attaquer à une agence. Alors, peut-être que la police est aussi plus dissuasive qu'auparavant, et là, on entre dans le terrain du politique. Les gendarmes et les policiers n'ont pas le même rôle, Arnaud Dominique-Hout, et ils n'ont pas la même image dans les représentations de tous. Absolument. Alors, c'est une vieille constante dans l'histoire des polices françaises d'opposer un petit peu justement police civile et gendarmerie à statut militaire. Ça correspond en partie seulement à un partage du territoire, puisque la gendarmerie est principalement chargée de la sécurité des campagnes et des petites villes, et la police, on va la trouver davantage dans les grandes villes. Donc ce partage du territoire fait que les résultats vont être un peu différents. En police, on a plus rapidement un constat d'échec. Parce qu'il faut bien le dire, à partir du milieu du XXe siècle, la capacité des polices à arrêter les voleurs, elle diminue. Et les statistiques sont assez effrayantes quand on voit justement le très faible taux de résolution des affaires. La gendarmerie, à l'inverse, jusqu'à la fin du XXe siècle, va garder des taux de résolution plus élevés, en partie parce qu'elle a une proximité plus forte avec les populations, sans doute aussi des moyens différents en termes d'élucidation des vols. Et donc ça explique en partie. Il y a d'autres raisons, mais ça explique notamment pourquoi la gendarmerie va avoir une image plus positive de ce point de vue. Malgré tout, le constat est le même. Plus on avance vers la fin du XXe siècle, plus les moyens de lutte contre le vol sont l'affaire des individus eux-mêmes et davantage donc des moyens privés
les serrures et les alarmes, que des moyens fournis par la protection publique. Mais alors là, on retrouve, Jean-Noël Jeannet, un débat qui est absolument récurrent, celui sur l'ensauvagement, les incivilités, le fait qu'il y a de plus en plus de vols. Parce que, par exemple, ces vols-là, les vols ruraux, aujourd'hui, on les voit ressurgir dans les médias, mais on se rend compte que c'est quelque chose de très ancien et d'assez récurrent, comme je le disais. Oui, il faut faire une histoire du fait divers. Non seulement du fait divers en soi, mais de l'écho que les médias, d'âge en âge, lui donnent, ce qui est évidemment très, très variable. Il y a un double effet de loupe sur tel ou tel événement, et dans certains moments politiques, cela prend plus d'importance. Évidemment, c'est un aspect des choses. Et puis, il y a la tendance toujours à embellir le passé. C'était mieux avant, donc on oublie en réalité les faits divers. On se rappelle certains qui ont été particulièrement emblématiques, et puis on oublie les autres. Il y a un autre aspect que j'ai envie de souligner, c'est l'évolution de l'image du bandit au grand cœur. Vous savez, celui qui restitue. C'était les gens de 68. Arsène Lupin. Oui. Enfin, Arsène Lupin n'a pas un si bon cœur que ça. Mais... Enfin, ça peut dire. En tout cas, je pensais plutôt évidemment aux héritiers de Robin des Bois, à Mandrin, à Cartouche, qui continuent néanmoins de parcourir. Ceux qui vont saisir des biens indûment acquis pour les redistribuer avec générosité. C'est un peu Hédiard en 1968. De façon minime, lorsqu'on allait prendre des foie gras précieux, il faut rappeler de la Madère et redistribuer. Un épicier de luxe. Oui, c'est ça. Je ne fais pas de publicité, je ne sais pas où ça. Mais enfin, oui, il y a un magasin de luxe, effectivement, où il y avait du caviar et du foie gras en abondance. Non, je pensais à Arsène Lupin parce que, à la faveur donc de la série, il est à nouveau très à la mode. Alors, Arsène Lupin, c'est un voleur, mais c'est un voleur qui exerce son art sur des bases morales. Oui, en réalité, en fait, quand on regarde Arsène Lupin, on se rend compte qu'il vole surtout au début de ses aventures, et puis plus on avance, assez rapidement, plus Maurice Leblanc va le transformer en aventurier, en redresseur de tort, en justicier. Une fois fortune faite. Une fois fortune faite, c'est vrai, et puis c'est une bonne manière de se débarrasser de la question morale qui pose problème, c'est vrai, parce que un des problèmes constants dans la représentation du vol, en littérature, au cinéma, en bande dessinée, parce que la question de la jeunesse est encore plus sensible, c'est de savoir comment on peut donner le beau rôle au voleur. Robin des Bois, c'est très intéressant, parce que oui, c'est un voleur, incontestablement, dans ses pratiques, mais on explique à la fois chez Alexandre Dumas au XIXe siècle et chez Walt Disney dans les années 1930 qu'attention, il ne fait que reprendre ce qui lui appartient. Il y a une volonté très solidement ancré, véritablement, dans toute la littérature jeunesse et adulte, de prouver que le vol, malgré tout, est condamnable. Alors, ce n'est pas Arsène Lupin que nous avons invité, c'est une autre grande figure que voici pour notre rubrique, l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et aujourd'hui, nous n'avons pas hésité à convier un grand écrivain, Victor Hugo, pour Les Misérables. Tout simplement, Arnaud Dominique Hout, parce que Jean Valjean est le personnage du voleur et de la rédemption. Mais au début, il vole pour nourrir, je crois, ses 7 frères et sœurs, et pourtant il va au bagne. Exactement. Alors Jean Valjean, c'est vraiment l'exemple justement du petit voleur malheureux, parce que au départ, c'est bien un vol de subsistance pour lequel il est arrêté. Alors ce qui est très important, c'est que quand on reprend vraiment la lettre du roman de Victor Hugo, on observe que Jean Valjean, au début, est quelqu'un qui est présenté un peu comme une brute. Et Victor Hugo insiste très lourdement sur l'effraction. C'est pas un vol à la sauvette, c'est un vol où il fracasse une vitrine, où il prend le pain. Alors il a certes de très bonnes raisons de le faire, mais Hugo insiste sur la violence, sur le sang, sur le côté justement finalement amoral de l'acte. Et on retrouve ça ensuite parce que Jean Valjean ne s'arrête pas là. Libéré du bagne, le pauvre ne trouve pas de travail, ne trouve pas de logement, donc on le sait, il a 1000 excuses évidemment de voler, mais il vole son bienfaiteur, l'évêque Monseigneur Myriel, qui justement lui avait accordé le gîte et le couvert. Alors c'est pas un vol parce que l'évêque lui dit finalement prenez-le. Mais on voit bien l'ambiguïté. Sur le plan de l'intention. L'intention était bien de voler. Et puis il vole encore
Est-ce que c'est par inadvertance? Est-ce que c'est justement par amoralisme? On ne le sait jamais vraiment dans le roman. Il vole la pièce d'argent d'un petit ramoneur qui justement circule sur un chemin. Petit Gervais, mais là c'est vraiment le fond de l'ignominie. Enfin, oui, ce qui est intéressant. Il vole le plus pauvre. Ce qui est intéressant quand on considère Victor Hugo, c'est qu'en même temps, dans un poème tardif qui s'appelle Aux historiens, il nous a dit qu'il ne fallait pas expliquer le mal. Il disait ne me racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire. Car l'explication finit par ressembler à l'indulgence affreuse et cela fait trembler. Eh bien, il a marqué cette indulgence, mais cette ambivalence même dans l'œuvre de Victor Hugo, que je me permets de souligner, est assez révélatrice de cette variété des points de vue du 19e siècle que le livre d'Arnaud Dominique met si bien en valeur. Mais alors, est-ce que l'histoire de Jean Valjean, cette histoire est-elle vraisemblable ? Allait-on au bagne pour avoir volé du pain? C'est une question que les premiers lecteurs se sont posés. Et dès les années 1860, Les Misérables sort en 1862, dès les années qui suivent, il y a une réponse d'un juriste pour dire c'est invraisemblable, c'est pas réaliste. En réalité, un voleur de pain, il va se retrouver éventuellement puni d'une courte peine de prison. Le juriste a raison, mais il oublie une chose, c'est qu'en droit, Victor Hugo n'a rien inventé. En droit, Jean Valjean fait un vol avec effraction la nuit. C'est passible, effectivement, des 5 ans de travaux forcés. Et quand on regarde les archives, on est sidéré de voir, surtout avant 1832, parce que la loi change à ce moment-là, des cas absolument incroyables. J'ai trouvé 2 jeunes filles qui avaient volé des récoltes avariées que le propriétaire avait jetées, parce que c'était non consommable. Elles les ont ramassées pour leur usage. Elles sont condamnées à 10 ans de travaux forcés. Parce que comme elles étaient domestiques du propriétaire, eh ben on explique que c'est une circonstance aggravante. Ah oui, il y a une angoisse des domestiques à la maison risqueraient de s'emparer des biens du bourgeois. Ça on le voit très bien dans vos pages. Tout à fait. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que même si dans la majorité des cas, Jean Valjean aurait été victime d'une courte peine, aurait été relaxé, la possibilité des travaux forcés pour un petit voleur de pain, ça existe. Il y a des exemples. Mais alors, justement, ce qui est intéressant dans l'exemple de Jean Valjean et au-delà de ça, c'est qu'on voit que à ce moment-là, écrivez-vous, Arnaud Dominique Hout, il y a des peines moins sévères mais plus automatiques. Il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Alors, c'est un processus en fait que Michel Foucault avait identifié dans Surveiller et punir, mais pour une époque un peu antérieure. Et c'est vraiment au 19e siècle qu'on l'observe très nettement. En fait, le droit jusque 1832 est très sévère. Le code pénal est impitoyable, et donc il y a un quantum des peines qui est très lourd et qui n'est quasiment pas négociable. Soit la peine est prononcée, soit elle n'est pas prononcée. Ça veut dire qu'on punit lourdement, mais rarement. C'est une peine automatique. Une peine automatique, c'est le rêve de certains aujourd'hui, vous avez remarqué. Voilà, c'est un thème qui revient, l'automaticité des peines. Alors justement, la loi de 1832, elle introduit la possibilité des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'elle rend possible un assouplissement. Et en fait, toute l'histoire judiciaire du 19e siècle, c'est la possibilité d'assouplir davantage avec le sursis, avec des mises à l'épreuve, etc. C'est consubstantiel à une justice démocratique. Exactement. C'est le principe même, justement, d'une justice qui n'a pas uniquement vocation à réprimer, mais qui a vocation à réinsérer, à permettre à terme une réinsertion. Et à prendre en compte la personnalité de chaque individu. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la justice des mineurs en particulier, qui se crée au début du XXe siècle. Il y a un juge américain qui dit dans les années 1920, quand un enfant vole une bicyclette, le problème, c'est pas la bicyclette, c'est l'enfant. Et donc, il faut mettre la priorité non pas sur la restitution de la bicyclette, mais sur le sort de l'enfant. Mais est-ce que ça veut dire que, finalement, si on prend l'histoire donc, du vol à partir du 19e siècle, on peut considérer que celui-ci est puni de plus en plus sévèrement? Bref, comment se faire une doctrine alors que, dans l'actualité, certains disent que l'on fait preuve de laxisme? Alors en fait, il est justement puni de moins en moins sévèrement, mais de plus en plus souvent. Puisque ce mouvement de diminution des peines rend possible, et c'est logique, ça va avec, rend possible une systématisation de la peine. Puisqu'on va avoir de moins en moins d'individus qui seront relaxés au bénéfice justement de la disproportion de la peine, cette fois, puisqu'on peut adapter la peine, y compris avec des peines d'amende, qui sont très utilisées à la fin du 19e siècle, eh bien, on va pouvoir justement punir le plus systématiquement. Ce qui veut dire après concrètement que la répression du vol, elle est bien réelle. Un mot de conclusion pour saluer le lauréat du prix
du livre d'histoire du Sénat, Jean-Noël Jeannet? Arnaud Dominique Hout a de l'humour. Il a dit que c'était un sujet qui ne s'était pas dérobé à son attention. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais la conclusion, c'est qu'une fois de plus, un beau livre prenant en compte, prenant en main un sujet majeur, éclaire au-delà de lui-même sur les équilibres et les déséquilibres d'une société. Et par conséquent, nous informe, nous, sur ce dont nous sommes les héritiers, nous donne une profondeur de champ dont nous avons aujourd'hui, comme naguère, tellement besoin. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'on appelle une pathologie sociale, c'est surtout une manière d'explorer la société, Arnaud Dominique Hout? C'est ça. En fait, faire l'histoire du vol, c'est faire l'histoire de la société, et de ses peurs, de ses inquiétudes, et puis également de ses espérances. Vous découvrirez tout cela dans ce très beau livre, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol 19e, 20e siècle. C'est aux éditions Gallimard. Et puis, Jean-Noël Jeannet, vous me permettrez de présenter votre dernier ouvrage, Ovide en exil. C'est une pièce de théâtre, la 4e, et elle n'est pas encore en librairie, mais c'est un fruit du premier confinement. Et puis on retrouve Le Rocher de Sustène, le premier tome de vos mémoires. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.